7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. C'est le lundi, c'est le retour de Asdin Ahmed Chaouch pour le Grand Kahwa. Bonjour Asdin. Ça va, et oui, à cause d'un épisode grippal, j'étais absent, mais voilà de retour. Et il est de retour le Grand Kahwa, mais aujourd'hui ce sera plutôt un énorme Kahwa, un américain comme on dit, tu sais, au comptoir. Oui, car aujourd'hui, émission spéciale États-Unis. L'invité de mon Kahwa sans filtre, c'est The Specialist of US de l'émission Quotidien, oui. Je suis sûr que je connais pas trop, tu sais. Ah ouais, voilà, ouais. Dans laquelle on t'a pas un peu vu. Il a réalisé un podcast génialissime avant les élections US, de 50 States. Le concept, c'est un épisode, un état, même si après, c'est accent anglais quand même. T'as vu? Vous allez entendre cette voix que je vais vous présenter. Ishari, vous allez comprendre pourquoi. Mais 50 States, c'est la première fois que je l'entends le dire correctement. Alors c'est hyper bien fait, pédago, ludique, et forcément comme c'est sur les US, parfois on est fasciné, d'autres fois on est agacé, et comme ça a cartonné, bien il vient d'en faire un livre 50 États d'Amérique. Voilà, c'est un magnifique livre. On l'a mis en VF. Ouais, ça c'est pour les gens comme moi. Alors, et comme moi. Oui, alors Guillaume Hennet, rédacteur en chef de l'émission Quotidien. On ne va pas se mentir, on se connaît bien. Tu as été mon chef, l'homme qui m'a supporté. On se tutoie donc, mais comme tu me l'as appris, pas de cadeau, je vais être cash, ça te va? Mais allez, c'est parti. On a plein de questions à te poser sur ton livre. Il y a plein d'histoires étonnantes. La petite histoire pour raconter la grande, comme on dit. On parlera aussi un peu de l'actu des États-Unis, parce qu'on ne parle que d'eux. Mais avant, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais. On a quelques sujets à explorer. Mais avant, Kahwa brûlant. Et oui, on va rester donc aux US avec cette question. Elon Musk est-il l'homme le plus dangereux du monde? Alors, c'est quasiment une question rhétorique. Tant ces derniers mois, il a pris position pour les causes les plus inquiétantes qui existent sur notre planète. Je ne reviendrai pas sur le débat nauséabond, salut nazi ou pas. Non, je veux ici, tel un post-it, un pense-bête, rappeler les étapes de son adhésion à l'idéologie d'extrême droite. Déjà, 3 jours seulement après avoir acheté Twitter, il suscite la polémique en partageant une page d'un site web conspirationniste homophobe. Alors, il annonce la couleur d'entrée. Rapidement, il met en place un système de visibilité payante. Ce nouveau système ouvre la porte plus facilement aux usurpateurs, harceleurs et désinformateurs professionnels qui peuvent prospérer plus efficacement. Terrain idéal pour les comptes d'extrême droite, racistes, antisémites, complotistes, tous les mots en iste horribles. En novembre 2022, lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, il va prendre parti de manière ouverte et va faire un premier pas vers Trump. Il invite les indécis à voter pour les républicains, estimant qu'un pouvoir partagé atténue les excès de chaque parti. Dans la foulée, il dénigre les personnes trans sur son réseau social, il suspend des comptes antifascistes, il rétablit une figure du mouvement complotiste QAnon, il soutient différentes théories complotistes sur l'attaque du Capitole ou sur l'efficacité des vaccins. Vraiment, je vous résume car son palmarès est dense, impressionnant. Un observatoire international de la désinformation sur le climat classe Twitter comme le pire réseau social sur la question. En 2024, l'homme le plus riche du monde sort de X en quelque sorte et soutient physiquement l'investiture de Donald Trump pour devenir son soutien. Donc numéro 1, on connaît la suite de l'idylle. Le nouveau président américain le nomme même ministre de l'efficacité gouvernementale. Il a soutenu aussi Tommy Robinson, paria britannique d'extrême droite, multicondamné dans son pays. Tout ça, c'est en quelques mois. Et puis surtout, en Allemagne, il devient un supporter du parti d'extrême droite, l'AfD. Lors du dernier meeting, voici ce qu'il a dit. Accrochez-vous. Il est bon d'être fier de la culture allemande, des valeurs allemandes et de ne pas les perdre dans une sorte de multiculturalisme qui dilue tout. Les enfants ne devraient pas être coupables des péchés de leurs parents et encore moins de leurs arrière-grands-parents. Référence directe au passé nazi de l'Allemagne. Allez, on oublie le nazisme, la Shoah et ses 6 millions de morts. Donc aujourd'hui, la question est assez simple. Jusqu'où va-t-il aller? Que cherche-t-il? Et en France, faut être clair, va-t-il soutenir Marine Le Pen et Jordan Bardella lors des prochaines élections, lors de la prochaine présidentielle? Personne ne peut évaluer les dégâts que son interventionnisme peut créer. C'est pour ça qu'il est sain, je pense, de faire vivre le débat suivant qu'on entend de plus en plus. Les responsables politiques doivent-ils quitter X? Vrai sujet qui divise même à gauche. Et c'est peut-être là, je vais essayer d'ouvrir une porte d'optimisme, une fenêtre d'optimisme. C'est peut-être là la faiblesse d'Elon Musk. En s'affichant ainsi, il n'est plus un homme de pouvoir qui manœuvre et tire les ficelles en coulisses. Il est militant, activiste et même désormais ministre d'extrême droite. Je dirais c'est la seule bonne nouvelle. Le diable est plus dangereux lorsqu'on ne le voit pas. Guillaume Hennet, mon invité, rédacteur en chef à Quotidien et spécialiste des États-Unis. Alors déjà, plus qu'une question, un constat. On le rappelle, Quotidien a très tôt fait grève en quelque sorte sur X. Précurseur, Yann Barthès avait annoncé en décembre 2023 que l'émission quittait le réseau social X. On vient d'apprendre que Le Monde, le journal, le grand quotidien,
a fait la même chose. Ça a été une décision difficile à prendre ou pas, tant on sait qu'il est important aussi de partager ses contenus après diffusion à la télé. Franchement, ça n'a pas été difficile à prendre. Il y a le fond et la forme. Sur la forme, c'est assez facile parce qu'il suffit en quelque sorte d'appuyer sur un bouton et tu arrêtes d'être sur X. Et puis sur le fond, en fait, l'idée c'est qu'à partir du moment où c'était censé être une plateforme d'échange, une plateforme de partage, une plateforme où tu donnes un document, tu mets un document et les gens peuvent réagir. Et à partir du moment où ça devient plus du tout ça devient plus une plateforme de discussion et d'échange, mais ça devient juste un endroit où tu te prends des avalanches de merde et des avalanches d'insultes, ça vaut plus trop la peine. Et effectivement, dans l'émission, Yann, il l'avait très bien dit, il avait dit, allez, continuez à vous insulter entre vous, mais nous on n'a plus rien à y faire. Et honnêtement, depuis qu'on est parti de X, tout va bien. Oui, l'émission marche mieux encore. On se dit pas tous les matins, oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Non, mais voilà. c'est intéressant, mais c'est drôle parce qu'à l'époque ça avait fait grand débat et aujourd'hui voir que ça revient, parce que malheureusement l'actualité a donné raison à votre action. Alors on est là surtout, avant tout, mais ça nous colle à l'actu pour parler de ton livre. On est bien dans l'actu là. On est bien dans l'actu là, ça c'est clair. 50 États d'Amérique, éditeur les arènes, c'est ça? Alors c'est déjà un magnifique objet, très coloré. On est loin du livre géopolitique chiant, c'est pas du tout ça. Et l'idée c'est donc de nous raconter l'histoire américaine par le prisme de ces 50 États. Alors c'est presque l'idée, je dirais, d'un... je te connais aussi, mais ça m'étonne pas, d'un père de famille qui va dire à son enfant, viens, on va faire de l'histoire, mais tu vas voir, ça va pas être chiant. C'est un peu ça l'idée. C'est, t'imagines un petit peu le soir et tu dis effectivement à ton enfant, viens, on part dans l'Alabama. Mais déjà on dit, mais c'est où l'Alabama? Et en plus après tu dis, mais ça va être intéressant. Puis après il y a l'Alaska, puis je sais que tu connais les 50 États. Bien sûr. Tu es capable de citer les 4 qui commencent par la lettre A. Alabama, Alaska, alors il y a Arizona qui arrive. Arizona, et puis il y a l'Arkansas évidemment. Parce qu'on dit Arkansas et non pas Arkansas, ce petit type comme ça effectivement. Non mais ça c'est bien aussi pour l'acheter pour se faire plein de quiz. Ça, oui, tu connais. Alors il y a même un quiz à la fin que j'ai fait spécialement pour toi parce que je sais que tu aimes bien. Et donc c'est évidemment 50 questions, 50 États, 50 questions. Donc tu pourras regarder et voir si tu arrives à avoir une bonne note. Mais c'est vrai qu'en plus on se dit tout de suite qu'on peut avoir peut-être bientôt un tome 2 vu que Donald Trump a des petites idées sur... Mais non, mais regarde, il dit pourquoi pas le Groenland et le Canada, ce qui ferait encore 2 États, il faudrait faire un numéro 2 quoi. Oui, ce serait pas n'importe lesquels effectivement. Ce serait pas n'importe lesquels. Alors d'habitude on fait un livre et après on fait une adaptation audiovisuelle. Toi t'as un peu fait l'inverse parce que ça vient d'un podcast. Ça vient d'un podcast qui a cartonné. Comment t'es venu comme ça l'idée? Parce que on le dit, je crois que t'as la double nationalité, t'as aussi une nationalité américaine. Né à Minneapolis dans le Minnesota. Oui, tu es né sur le territoire. Tu as bénéficié du droit du sol. Exactement. J'ai cru comprendre que M. Trump avait peut-être dans l'idée de remettre ce droit en question. Donc voilà. Et donc pour l'instant j'ai le passeport. Et donc cette idée était venue pourquoi? Pour mieux comprendre ce pays sur lequel envers lequel on a pas mal de préjugés aussi, nous les Français peut-être. En fait l'idée c'était de se dire, il y a une élection présidentielle qui est arrivée, celle de 2024, et il faut toujours essayer de chercher, tu le sais, une façon un peu originale de traiter un sujet. Et l'idée c'était de se dire que quand tu regardes la carte des États-Unis, tu te dis c'est vrai qu'on a tendance à se dire, il y a New York, il y a la Californie, il y a East Coast, il y a West Coast. Mais tous les États qui sont au milieu, on a tendance un peu à les oublier. Et c'est vrai que la dernière fois que tu as fait une émission spéciale sur le Dakota du Sud, c'était il y a un petit moment. Et on oublie la Virginie occidentale, et on oublie même la Louisiane, le Tennessee, le Connecticut, etc. Et on se dit, mais il y en a beaucoup, et ils pèsent tous. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'aux États-Unis, il y a le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Et qu'il y a 50 États, il y a 100 sénateurs. Ça veut dire que chaque État a 2 sénateurs. Que tu sois la Californie, et c'est 40 millions d'habitants, ou le Wyoming, et c'est 600 000 habitants, tu as le même nombre de sénateurs. 2 sénateurs. Et donc, c'est important de se dire que chaque État compte, et donc c'est important de se dire, mais au fait, le Kansas, c'est où? Oui, c'est sa définition même, c'est le fédéralisme américain, c'est-à-dire, en fait, on peut, c'est ce qu'on a vu souvent lors d'élections, tu peux gagner l'élection en ayant eu moins de voix, en fait, au suffrage direct. Et c'est la particularité de cette élection, c'est que cette fois, Trump a tout gagné. Il a gagné le suffrage populaire, il a gagné 31 États sur les 50, il a gagné... tellement il a écrabouillé les démocrates, qui sont à mon avis là effectivement dans une phase difficile. Et c'est intéressant parce que tu parles de cette Amérique au milieu, là tu dis entre New York et la Californie, il y a plein d'États qu'on ne connaît pas. C'est vrai que nous Français, on a tendance à imaginer là cette Amérique, comme tu dis, je sais pas, centrale, mais cette Amérique entre New York et la Californie comme un amas d'États beaufs, de redneck, de gars racistes,
c'est vrai, un peu rougeau avec une Jeep et qui amassent des fusils, des armes dans leur coffre. Voilà. Mais c'est un peu. Non, mais Il y a de ça aussi. Ben, il y a de ça aussi, mais c'est aussi un truc qu'il faut un peu déconstruire aussi. Oui. Parce qu'il n'y a pas que ça. Et tous ces États qui sont entre grosso modo la Californie et New York, il y en a beaucoup qu'on appelle effectivement les flyover states, c'est-à-dire les États au-dessus desquels les gens volent mais ne s'arrête pas. Donc, tu arrives à New York, tu te fais un petit New York-Los Angeles et tu voles au-dessus du Kansas et tu voles au-dessus de l'Arkansas et tu voles au-dessus de l'Oklahoma, mais tu t'y arrêtes pas. Et donc, c'est les flyover states. Et c'est intéressant de se dire, non, il n'y a pas que des rednecks, il n'y a pas que tout ça. Et on peut se dire justement qu'il y a beaucoup d'États comme ça où tu sens que le Parti démocrate a lâché totalement l'affaire en se disant de toutes les manières on gagnera jamais, et aujourd'hui ils en payent le prix. Ça fait presque penser à la France et à cette France périphérique. Alors, il y a la petite musique parce qu'on doit aussi manger, on lance la pub, mais on va revenir avec plein d'anecdotes et surtout sur la communauté arabe aux États-Unis. Il y a un État, tu vas nous raconter ça. Voilà, on connaissait les Afro-Américains, on parle un peu moins des Arabos. On spoil, c'est le Michigan. C'est Michigan, allez Michigan, on boit du thé à la menthe là-bas. Avec Azdin Ahmed Chaouch et un invité. Oui. Ça commence par Ha. Ouais, c'est Guillaume Hennet. Bah oui, on le met. Faut le mettre dans l'ambiance. Ouais, oui, je suis dans il y a un H. Les States, d'accord, mais. Vous pouvez le redire? Hennet. Voilà, allez. Tu l'as eu. On récupérera sur le podcast, tu le mettras en l'américaine. En boucle. Ouais, l'américaine. Ah bah oui. Donc 50 États d'Amérique, c'est ton livre, Guillaume Hennet, rédacteur en chef des reportages de Quotidien. On y apprend plein de choses. Et là, donc on va commencer par ça, parce que ça c'est fascinant, on ne le sait pas, mais il y a un État qu'on qualifie dans les médias, je dirais dans les journaux que j'ai pu lire avant de préparer cette interview, c'est un État quoi, où il y a un électorat, une communauté arabo-américaine, comme on dit. C'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. Si on met toujours un trait d'union, on met les Italo-américains, les Suédo-américains, les Européens-américains, pour nous. les Arabes-américains, on va dire. Et effectivement, aux États-Unis, le chiffre c'est 1,1% de la population américaine qui est dans cette catégorie arabe-américain, ce qui fait quand même du coup 3,5 millions d'habitants, parce que c'est un pays de 350 millions d'habitants. Et il se trouve qu'il y a un État où il y a beaucoup d'Arabes américains, c'est le Michigan. Alors en fait ça s'explique parce que c'est le berceau de l'industrie automobile, et donc il y a eu à un moment donné une vague comme ça d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui venaient du Liban, de Syrie, de Pakistan, qui sont venus pour travailler dans les usines Ford. Et aujourd'hui, il y a dans la banlieue de Détroit qui est donc vraiment la ville symbole de l'automobile aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Dearborn et qui est effectivement, c'est ça que tu as dû lire dans les journaux, la capitale arabe des États-Unis. C'est la première ville de plus de 100 000 habitants qui est dirigée par un maire musulman qui s'appelle Abdullah Hamoud, qui a 34 ans, c'est un jeune mec, et qui a beaucoup fait parler de lui récemment dans la campagne présidentielle américaine, parce qu'au moment où tout le monde s'attend à ce qu'ils disent, comme d'habitude les démocrates, on soutient à fond Joe Biden et les démocrates, lui il a dit... Non seulement je le soutiens pas, mais même à un moment donné, l'équipe de campagne de Joe Biden vient dans la ville pour le rencontrer, il refuse de les rencontrer, et à ce moment-là, ça devient un personnage. C'est-à-dire que le Washington Post, le New York Times, etc. commencent à faire des papiers sur cette ville. Et donc à partir du moment où cette ville symbole a donné un symbole, c'est-à-dire non, on ne soutient pas le Parti démocrate, alors là, on s'est dit, et si la population arabo-américaine faisait perdre Joe Biden parce qu'il faisait perdre le Michigan. Bon, il se trouve qu'en fait... Trump a tellement écrasé tout. Voilà, exactement. Joe Biden déjà est parti, Kamala Harris... Mais il y a eu, c'est vrai, cette question, en plus, en plein conflit israélo-palestinien, quand même, on s'est dit, alors c'est vrai que la position de Joe Biden aux États-Unis, on va dire auprès des militants de gauche aux États-Unis, dans les facs, sa position avait été vue comme trop molle en Israël et en Palestine. Et on s'est dit, mais Trump, ça devrait être pire, entre guillemets, dans la communauté arabo-musulmane. Et ben non, ils ont plus voté pour Trump. Alors, Dearborn, le résultat final, c'est dans la ville, c'est 42% pour Trump, 36% pour Kamala Harris et 18% pour la candidate du Parti vert qui s'appelle Jill Stein. Et donc après, c'est difficile juste dans ce score-là de voir exactement quelle était la... Mais en tout cas, la ville, qui est une ville symbole, a voté pour Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que donc à Détroit, la ville de Dearborn, elle est c'est en banlieue, donc c'est 10 minutes à l'est de Détroit. Et au nord de Détroit, il y a une autre ville qui s'appelle Hamtramck, qui a un autre maire musulman, et qui s'appelle Amer Ghalib, si je dis pas de bêtises, et qui, lui, avait soutenu Donald Trump, créant l'incompréhension totale dans la population arabo-américaine. C'est-à-dire que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il arrive quand même
à séduire. Il a des arguments que nous on ne voit pas ici, Donald Trump. Je veux dire. Ben oui, mais en même temps, on se dit, voilà, on connaît le personnage et on sait qu'il a ce caractère show-off et qu'à partir du moment où il te met une tape dans le dos, il commence à te dire ta ville, on va faire ci, on va faire ça, je vais t'aider là, je vais t'aider là, il arrive à convaincre pas mal de personnes, quoi. Il arrive à convaincre des personnes, mais surtout, c'est le Parti démocrate qui n'a pas été capable d'expliquer clairement sa position, en fait. Ça, c'est fou. Il y a des mosquées et tout aux États-Unis ? Alors, donc, dans la ville de Dearborn, qui est donc la capitale arabe des États-Unis, il y a, depuis 2005, la plus grande mosquée des États-Unis qui s'appelle Islamic Center of America. Et donc, on avait été justement pour la campagne présidentielle en reportage là-bas. Oui. Et c'est effectivement quelque chose, c'est vrai, on ne s'attend pas à voir ça là. Ben oui, mais il n'y a pas de tension alors que t'ont dit les reporters que t'as envoyés là-bas au quotidien ou toi de ce que tu Non, il n'y avait pas de tension, il y avait juste, encore une fois, et c'est là où c'est fascinant parce que tu te dis, la campagne va être axée sur Donald Trump et ses sorties, ses différentes provocations, et pas du tout. La colère était uniquement dirigée vers le Parti démocrate. Évidemment que quand on croisait les gens, ils n'allaient pas nous dire bon bah dans ce cas-là on va voter pour Donald Trump, parce que c'était toute la question. Est-ce que vous n'avez pas peur que de ne pas voter pour Joe Biden, ça fasse la victoire de Donald Trump ? Mais ils disaient je ne peux pas voter pour Joe Biden, je ne peux pas voter pour Donald Trump évidemment. Donc du coup, on les a sentis vraiment perdus en fait, tout simplement perdus. Est-ce que nous Français, faut sortir de cette vision Trump est raciste, bête et méchant ? Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Pour moi, je suis sûr que c'est réducteur. Il y a une petite voix dans mon cerveau qui dit non, mais il est comme ça, mais il y a quand même ma raison qui me dit qu'il y a les mots, l'attitude et aussi il y a les actes, et que quelque part, s'il arrive autant à convaincre, c'est que peut-être, c'est mon côté humaniste, il y a quand même quelque chose de bien chez ce monsieur d'avoir au moins un truc, non ? Alors là, je te reconnais bien là, ce côté humaniste, ce côté il y a du bon dans chacun, donc ça c'est vraiment toi. Non, mais le truc c'est que il y a un seul mot qui le définit vraiment, c'est imprévisible. Donc en fait, on ne sait pas. Tu vois, en ce moment, c'est tout le problème de ce décalage horaire. On se réveille et on regarde et on se dit qu'est-ce qu'il a sorti comme. Oui, il y a l'affaire colombienne là, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'affaire colombienne, c'est simple, c'est-à-dire que il a fait campagne autour de l'immigration, on peut le dire, et donc assez rapidement, il a dit bon bah. Tous les clandestins, les illégaux, je vais les mettre dans des avions et ils vont repartir chez eux. Ils ont fait une arrestation massive de 538 illégaux. Certains d'entre eux ont été mis dans des avions militaires américains, direction la Colombie. Sauf que les avions militaires décollent, arrivent en Colombie, et la Colombie dit « Non, les gars, nous on les accepte pas, vous repartez ». Là-dessus, Donald Trump a pété un câble en disant « Ok, toi le président de la Colombie, soit tu les acceptes, soit je mets 25% sur toutes tes marchandises, droit de douane, et si tu bouges pas, la semaine prochaine, ça passe à 50%. » On apprend ce matin que le président colombien a dit finalement, bon, les gars, faites venir vos avions, on les accepte parce que je peux pas rentrer, j'ai pas les moyens de rentrer dans une guerre commerciale. Et tout de suite, Donald Trump qui est en train de dire, vous avez vu, ça y est. Kim, tu souris, ça te fait penser à quelque chose ? Moi, ça me fait penser aux influenceurs algériens, Rotaillot, le retour, l'Algérie qui n'en veut pas, l'Algérie qui renvoie. Mais est-ce que Rotaillot, en revanche, il n'a pas fait du Trump, il n'a pas dit oui, on va monter les droits de douane. Non. C'est pas le même contexte. En plus, Rotaillot ment beaucoup, on va dire, aux Français, parce que on rappelle qu'il y a la négociation entre l'Algérie et l'Europe en ce moment sur les accords, donc le partenariat. Donc en fait, tout ce que dit Rotaillot il a totalement faux. Voilà. Allez, on va pour revenir sur le sujet, on va dire que Rotaillot a pas le même pouvoir que Donald Trump en Europe. Est-ce qu'on peut juste bien redire cette phrase ? Bruno Rotaillot n'a pas. Ça, c'est les analyses Asdin. N'a pas le même pouvoir que Donald Trump. J'ai rien à dire là-dessus. Non, mais c'est marrant quand même. C'est pas réel de l'histoire ou plutôt de l'actualité. Tiens, si on devait retenir 5 fun facts. Pardon, je reviens juste. On parlait du fait que chaque matin, et effectivement, c'était hier. Il fait une déclaration dans Air Force One où il dit qu'il faut nettoyer Gaza et envoyer tous les Palestiniens en Égypte et en Jordanie. Cette déclaration. Et on se dit, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on se dit, on a beaucoup entendu la petite musique selon laquelle ce second mandat serait pas le même que le premier parce que cette fois il serait préparé, il a une équipe, il a des conseillers, etc., etc. Là, on se rend compte qu'il a normalement des émissaires, des responsables pour le Proche et le Moyen-Orient, et là il fait une sortie de zinzin dans Air Force One en sortant d'une porte devant des journalistes, et donc c'est lui en fait. C'est-à-dire il peut pas s'empêcher de tout décider tout seul et de faire des sortes. T'imagines toutes les équipes diplomatiques qui bossent à la Maison Blanche qui se disent ouf. Et en même temps, ces défenseurs te disent sous Trump, il y a pas de guerre, ou en tout cas l'armée américaine n'est pas engagée. C'est surtout lui qui le dit en permanence. Donc
Là, il dit, c'est le paradoxe. Là, il dit, j'ai fait pression. Du coup, il y a eu l'accord de trêve Israël-Hamas. Il a dit, j'ai donné 100 jours à mon émissaire en Ukraine pour faire la guerre. Enfin, ouais, effectivement, si tout s'arrête. Oui. Et à un moment donné, les gens tout en attisant la haine avec les mots. Tiens, on va essayer de se faire un peu sourire parce que ça nous fait flipper les phrases de Donald bien Trump. Sourire le matin. Moi, il fait peur comme Donald Trump. J'essaie d'être optimiste. Mais je suis sûr que tu aimerais bien l'avoir en interview dans ce studio. Ah oui, à gauche Trump, à droite Elon Musk. Je serais ravi. Et en face Donald Trump, Elon Musk à Beurre FM. Ça c'est. Ce serait un gros coup. On lance les invitations. On lance les invitations. Et pour être plus franco-français, Éric Ciotti en face. C'était rien à voir. Avec sa tronçonneuse. Oui, exactement, la fameuse tronçonneuse. Tiens, si on devait retenir 5 fun facts, des infos étonnantes, marrantes dans ton livre, histoire incroyable, tu retiendrais lesquels, tiens? Là, c'est ton côté commercial VRP, il est très bon. Moi, j'aime bien. Allez, on va partir loin, on va partir à Hawaï. Ouais. Déjà, c'est sympa de se dire qu'on part à Hawaï. Et en fait, on sait que les États-Unis se sont construits en opposition à la couronne britannique. Oui. Donc, pour eux, la royauté, vraiment, c'est quelque chose de pas bien. Et pourtant, il y a un seul palais royal aux États-Unis. C'est Hawaï. Hawaï qui est le dernier État à avoir rejoint les États-Unis. Oui. Et Hawaï qui, dans l'histoire, s'est construit avec des rois et des reines. Le premier roi qui s'appelait... Monsieur Hawaï. Sir, il est bon. C'est vache, c'est vache. Le roi, non mais Kamehameha. Ah non, Dragon Ball. Mais oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kamehameha, c'était le cri de Sangoku. Voilà, quand il balançait une boule de feu. Eh bien, c'était aussi le nom du premier roi d'Hawaï. Et donc, il y a un seul palais royal qui se situe à Honolulu, il se situe à Hawaï. Et donc ça j'aime bien. Après, il y a des... vas-y, encore un petit deuxième. Le premier gratte-ciel aux États-Unis, c'est dans l'Illinois, à Chicago, parce qu'en 1871, il y a un énorme incendie qui ravage toute la ville, parce que toutes les charpentes étaient en bois, et ils se disent, bon, allez, il faut qu'on change. Comme la mairie du 12e, là, qui est en train de Comme la mairie du 12e, etc. Et la question, c'est est-ce que, tu vois, quand tu vas devoir reconstruire, est-ce que tu reconstruis à l'identique, ou est-ce que tu mets, par exemple, des charpentes en métal? Et donc, à Chicago, en 1871, ils reconstruisent tous en métal, et c'est là que naît le Home Insurance Building, qui est le premier gratte-ciel, un gratte-ciel qui en américain se dit Asdin. A building. Le skyscraper. Tu sais, tu vas gratter le ciel. Ah, c'est beau. Donc le gratte-ciel, le skyscraper. Et puis après, il y a beaucoup de choses. Je sais que tu as une passion commune avec moi, c'est-à-dire le hamburger. Oh oui, ça là-dessus. Et donc le premier hamburger, d'après la librairie du Congrès des États-Unis, pas juste comme ça, une envie de s'amuser, il a été officiellement inventé dans le Connecticut, dans la ville de New Haven, en 1900, dans un restaurant qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le Louis Lunch, où en fait l'histoire, la légende, le mytho, mais c'est pas grave, on aime bien les légendes, dit qu'un jour le cuistot, il est en cuisine, il est en train de tchatcher un peu avec ses cuisiniers, et là arrive en furie un client qui ouvre la porte, qui arrive au comptoir et qui dit, les gars, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai un petit peu d'argent, j'ai besoin de manger quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Et là, le cuistot fait, il a un steak qui est en train de cuire, il prend 2 bouts de pain, il met le steak dans les bouts de pain, il rajoute un petit truc, il lui donne, le mec laisse quelques dollars, il s'en va. Et après, dans la cuisine, on raisonne, on se dit, c'était pas mal ce truc. C'est pas cher, c'est pas cher. Viens, on lance le truc. Il a dû déposer la licence, le gars. Et aujourd'hui, si tu vas dans ce restaurant Louis Lunch, t'as toujours le côté marqué là, le original burger. C'est là qu'est né le. Donc du coup, c'est pas vraiment avec le pain comme aujourd'hui, tu vois. Mais voilà, ça c'est un des fun facts comme on aime bien. Même s'il est tôt, j'ai envie, ça me donne faim. Oui, mais il est tôt là quand même. On est d'accord que les Américains sont aussi fascinants que flippants. Ou pas? C'est la définition de l'américain. Non, mais c'est la définition. Non, pas de l'américain, c'est la définition du pays. Oui. Et aussi parce que justement, on se rend compte, à un moment donné, on se dit, et on se rend compte en fait qu'on le connaît pas. Oui. Parce que c'est quand même, c'est gigantesque. Oui. Enfin, il y a quand même, si tu prends Hawaï et l'Alaska, il y a 6 fuseaux horaires aux États-Unis. Alaska, c'est 3 fois la taille de la France. Juste l'Alaska. Je parle pas des États-Unis. Je parle juste que de l'Alaska. Donc on se dit, c'est vrai que c'est immense. Pourtant, il n'y a pas grand monde, 340 millions d'habitants par rapport à la taille. Donc, tu vois, c'est pas énorme. Mais on se dit, bon, on les connaît pas trop, on les adore, non, on les déteste, non, on les adore, non, on les déteste, non, je sais plus. Et donc ça arrête pas de changer parce qu'il y a des choses fabuleuses, il y a des sites extraordinaires, et puis il y a des personnages flippants. Bah oui, tu en as cité déjà 2, Donald Trump et Elon Musk. Oui, mais justement, tiens, parce que tout à l'heure on l'a à peine évoqué, Elon Musk, intéressant quand même. Est-ce que tu penses est-ce qu'on peut dire qu'il est encore plus avide, ou il a plus envie de conquérir le monde, je dirais, que Donald Trump? On a comme presque ce sentiment que avec ses fusées, avec son envie d'intervenir directement dans des élections dans le monde entier, cet homme veut diriger le monde, et avec des idées qui peuvent faire peur, parce que c'est des idées après on peut utiliser le même mot que Donald Trump, c'est-à-dire le côté imprévisible. C'est-à-dire qu'on sait que lui, il est quand même drivé par ses entreprises et son business.
quand même. Ouais. Donc quand Donald Trump annonce, ça fait partie des choses où on se dit tiens, on se réveille un matin, qu'est-ce qu'il a dit ? Il annonce 500 milliards dans l'intelligence artificielle dans le Texas. Évidemment que ça intéresse Donald Trump, parce que Donald Trump a évidemment ça intéresse Elon Musk, parce qu'Elon Musk fait partie de ceux qui ont mis des billes dans OpenAI dès le début, donc ChatGPT, etc. L'intelligence artificielle, ça l'intéresse, et puis le Texas, ça l'intéresse parce que quand il a été en guerre ouverte contre le Delaware, qui est un paradis fiscal aux États-Unis, il a bougé le siège de ses entreprises au Texas. Donc en même temps, parfois son idéologie passe devant son business. Quand tu vois X, Twitter, tout ce qu'il a fait, ça peut faire perdre de la valeur à cette marque qui était le réseau social numéro 1 ou en tout cas l'espace de débat ou d'échange numéro 1. Et là, il y a des gens qui se demandent s'ils doivent partir. Ça peut commencer à ressembler à un rendez-vous de groupuscule d'extrême droite. Parce qu'il a voulu, parce qu'il s'est mouillé en quelque sorte. Oui, mais c'est juste un peu à la Bolloré. Encore une fois, je pense qu'il a un point commun avec Donald Trump, c'est que les deux sont persuadés d'un truc, c'est qu'ils ont raison et que c'est les meilleurs. Et donc du coup, à partir de là, ils continuent. Ils se disent de toutes les manières, on aura toujours, comme ils passent leur temps à dire, même si par exemple Donald Trump aujourd'hui se rend compte qu'il a peut-être fait une sortie hasardeuse sur Gaza, il pourra toujours dire mais non, ça c'est les journalistes à qui j'ai parlé qui disent n'importe quoi, les fake news médias et tout ça. Eux, ils sont persuadés qu'ils ont l'opinion publique dans le dos et ils sont persuadés que voilà, nous on a raison, c'est juste les élites, le système et les médias qui ont tort. Donc du coup, ils se disent en fait c'est presque la pensée aujourd'hui qui avance en poupe. Je suis pas certain qu'effectivement Elon Musk se soit réveillé hier en se disant quotidien, Le Monde, Ouest France et tout ça sont partis de X. Mon Dieu, mon business va s'effondrer. Donc voilà. Alors justement, allez, il nous reste 1 minute 30. Ça va quotidien. Les audiences, c'est pas mal, hein. Mais on a l'impression que ça s'arrête pas. Moi, je me suis après mon départ, ça va s'écrouler évidemment. Et c'est marrant. Il s'est passé l'inverse. Et tu es parti et soudainement, il y a un certain type de téléspectateur qui regardait. Non, c'est ça que c'est cool, hein, pour de vrai. Évidemment, tu nous manques, mais regarde. Ça marche très fort. Ça marche très fort, toutes les chroniques, toutes les rubriques marchent très fort. Julien Belvert, ça marche très fort. Ambre Chalumeau, ça marche très fort. Étienne, ça marche très fort. Vous, ça marche très fort. Vous, ça marche 20h15. Paul Gasnier, on lui fait le petit Paul bisou. Gasnier, on lui passe. Et Abdassa, tu sais que c'est le chouchou. Paul Moisson, pas tout. Et Omeya Guessou. Là, ce que je disais, et les Géry, les preneurs de son. Je disais Abda, parce que Abda, on partait en reportage à l'époque, souvent à deux. On est parti jusqu'en Argentine et tout. Et c'est vrai que ça m'a fait trop plaisir de le voir Abda passer avec sa caméra, qu'il a toujours revenir un peu en plateau, interviewer. Il est et tu as vu comme Yann est en pleine forme en ce moment. Mais oui, alors, il va bien. Il a toujours ses pulls un peu chelous ou pas? No comment, tu demanderas à Marc Boger, que tu connais bien. Mais il nous manque tous. Je vous rappelle juste une fois en plateau, parce que parfois il y a des débats sur la représentativité à la télé. Je me rappelle d'une anecdote, une fois on était en plateau, je l'ai noté, il y avait Nora, Lilia, Salia, à se dîner les deux en plateau. Là on était pas mal. Au niveau des quotas, on a explosé le plafond. Il y avait juste Julien et Yann. Et c'est moi qui ai dit, c'est ce qui s'appelle le grand emplacement. Je l'avais assumé avec force. Et voilà, on rappelle ce magnifique livre. Tu finis toujours sur une de tes vannes, toi. Ben oui, non, justement, là, on va finir sur le livre 50 États d'Amérique. Ce n'est pas qu'un livre, c'est un objet magnifique. L'histoire américaine. Réalisé que donc Playground Paris, qui est en fait le nom de l'entreprise de Valentin Adam, qui est un graphiste qui honnêtement se débrouille pas trop mal. Ouais, je trouve que je sais que tu dessines très bien, Azim, mais pour ceux qui pas demandé évidemment ne vont pas aller sur le podcast, qui nous écoutent là en direct, ce n'est pas qu'un livre, c'est un récit, je dirais aussi graphique. Il y a le texte, mais il y a beaucoup de travail graphique. Voilà, c'est un bel objet qu'on a envie d'avoir chez soi. Voilà. Merci à vous deux, messieurs, et merci d'être venus. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.